ne bougeons pas, Nabil Gantou. En revanche, Virginie Sablé va nous retrouver sur cette estrade. Et on va mettre à l'écran Stéphanie Chalard. Je vais vous les présenter dans quelques instants. Régine Van Ems, le temps que ce petit mouvement de scène se passe, un propos, une réaction. Ça marche plus, si ça marche. Je pense que la question de la marque et de l'omnicanalité sont fort étroitement liées et que ça pourrait être une vraie question des prochaines années. C'est comment enrichir ce capital marque, comment le faire vivre à travers tous les touchpoints et surtout comment pas le détériorer, parce qu'on sait bien aussi qu'il y a des actions qui peuvent le détériorer. Il ne faut pas être sur tous les touchpoints, il vaut mieux en avoir moins, mais bien les gérer. On sait bien que sur les réseaux sociaux, c'est une réponse dans les 2 heures. Donc est-ce qu'on a les ressources les 2 heures, donc il va être peut-être moins sur moins de touchpoints, mais bien choisi en phase avec la cible et surtout être capable d'avoir les ressources pour répondre dans les temps exigés sur chaque canal. On sait qu'un email c'est 24 heures, donc on a des logiques très différentes selon les canaux et les touchpoints et des habitudes très différentes auxquelles il faut s'adapter. Je vais vous proposer d'honorer notre amie Madame Chalard et de l'applaudir parce qu'elle est sous Covid là. Donc vous comprenez qu'elle a quand même un certain mérite. Et elle nous entend. Tout va bien du côté de Bordeaux. Bonjour. Je vais me permettre de vous présenter et puis peut-être vous nous direz un petit mot puisque vous avez suivi d'une part tous nos échanges et puis vous nous direz un peu ce qui vous intéresse du côté de votre franchise, quelle est l'actualité ou quel est le point de questionnement qui vous anime aujourd'hui, Madame Chalard. Stéphanie, vous dirigez le pôle retail du groupe Novi. Ce groupe s'appelait avant Beauty Success Group, ce qui vous amène notamment, bien sûr, à être l'interlocuteur de 150 franchisés Beauty Success, qui est une enseigne spécialisée en parfumerie et institut de beauté. Votre formation école de commerce, vous avez 48 ans et vous avez travaillé pour des marques comme Clarins et Yves Saint Laurent, longtemps sur le travel retail et en Asie notamment, et c'est fin 2011 que vous rejoignez Novi Group de Bordeaux, donc où vous vivez. Alors sur Beauty Success, pour en finir, c'est une marque qui a été créée en 1995. Elle compte aujourd'hui 310 points de vente, 10 créations par an en moyenne, me disiez-vous. La moitié de ces points de vente ressortent de franchisés. Et sur les 310, il y en a 28 qui sont à l'international. Et enfin, donc Beauty Success, vous me corrigerez si besoin, appartient au groupe Novi, donc nouvellement créé par la famille Georges. Et ça reste une entreprise familiale avec 3 grands challengers géants à l'international qui sont Marionneau, Nocibé et Sephora. Petit point d'étape d'une part et deuxièmement, qu'est-ce qui vous intéresse dans ces questions d'omnicanalité? Alors d'abord, bonjour à tous, désolée pour la voix aussi, je vais faire au mieux. Effectivement, quand on a créé ce pôle retail, on est passé, il y a 1 an et demi, on est passé d'une logique en fait que j'ai trouvé intéressant de ce matin, de tout à l'heure, du multicanal à l'omnicanal. C'est-à-dire que nos canaux étaient gérés par silos, puisqu'on avait désintégré des succursales et un site web qui n'étaient pas sous une même direction, qui n'allaient pas forcément dans le même sens. Et il y a 1 an et demi, on a recréé et transformé un peu tout ça en disant finalement, il n'y a qu'une marque, il n'y a qu'une enseigne, et le canal n'est qu'un composant de ça. Et à partir de là, ça fait 1 an et demi que je m'attelle à travailler principalement sur la partie client, la partie data client, et donc la mise en place des RCU, des parcours clients, qui sont les fondamentaux déjà pour passer à une omnicanalité, et de partager tout ça avec nos partenaires franchisés pour qui c'est quelque chose un petit peu nouveau. Et donc c'est pour ça que c'est le sujet qui nous anime tous depuis 1 an et demi maintenant. Voilà. Est-ce qu'en interne, vous recueillez une grande unanimité pour porter ces sujets et amener la transformation de l'entreprise? Première question. Et pour en finir, et je présenterai ensuite Virginie Sablé, aujourd'hui, pratiquement, quand j'achète un produit Beauty Success sur votre site, où va la valeur? Alors, le site, il existe depuis des années, mais comme nous étions avant tout un franchiseur, on a toujours voulu protéger nos franchisés.
Donc ça, on a pris énormément de retard, contrairement à d'autres de nos concurrents qui peuvent décider d'avancer rapidement. Nous, on a pris beaucoup de retard et en fait, on est poussé par on a des nouvelles générations de franchisés qui, eux, nous disent, mais il faut tirer profit du digital et pas qu'en vente, mais dans tous les touchpoints. Hein. Donc, je prends le point sur les réseaux sociaux et autres notamment. Et en fait, cela nous pousse à accélérer. Et en fait, aujourd'hui, depuis maintenant 3-4 ans, quand un client achète sur le site, tout se joue sur qui est propriétaire du client, qui est titulaire de la carte de feed. Et si le client, donc ça veut dire pour reconnaître ça, qu'il faut aussi avoir toute une reconnaissance de client au niveau global de l'enseigne. Et si ce client est propriété d'un franchisé, eh bien on lui reverse aujourd'hui une marge. Ce n'est pas suffisant et donc on est en train de travailler sur d'autres projets pour que le franchisé soit finalement et touche la quasi-totalité de l'acte de vente. Voilà. Merci Madame Chalard. On vous retrouve dans peut-être 25 minutes, le temps de l'intervention de nos chercheurs et puis le temps aussi de vous présenter votre collègue témoin Virginie Sablé. Bonjour Madame, vous êtes une ancienne de KPMG. Bonjour. Et c'est pas la première fois, oui, ça va fonctionner. Et c'est pas la première fois que vous intervenez dans ces entretiens. Peut-être nous présenter votre nouvelle fonction. Elle est tout à fait récente. Oui, ça fait 15 jours que j'ai intégré l'Institut CSA. Donc CSA, c'est un institut de recherche d'études marketing et d'opinion. Je suis directrice du développement sur la partie géostratégie. C'est une vision un peu différente du géomarketing. On va sur le côté vraiment très stratégie avec une analyse du comportement des consommateurs en local, donc une mesure vraiment par bassin de vie. Donc, ce qui est très différent de prendre une analyse avec des stats nationales qu'on décline ensuite approximativement en local. Donc, il y a vraiment une mesure en local et cette approche par bassin de vie est très intéressante pour justement aller plus loin dans l'analyse, justement, ce que vous disiez tout à l'heure, la connaissance du client et de l'humain qu'il y a derrière. Un des grands constats ou un des grands mouvements qui trace ces dernières années, c'est la distinction du lieu d'achat pour un consommateur et du lieu d'information. Est-ce que ça vaut dans tous les sens? D'ailleurs, on peut s'informer ici, acheter ailleurs, et c'est pas forcément sur le lieu de vente qu'on se renseigne en premier ou sur Internet. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces méandres? Alors, je crois que vous l'avez très bien dit avec le parcours spaghetti tout à l'heure. Vous l'avez vraiment, je trouve que c'est très imagé et vraiment cela. C'est assez difficile aujourd'hui de s'y retrouver parce que tout est imbriqué. Je pense que c'est important pour une enseigne de voir ce parcours dans une globalité. Parce que si on ne le voit pas dans la globalité, c'est vraiment très, très compliqué d'analyser quoi que ce soit, j'ai envie de dire. Est-ce que, et pour en finir, aujourd'hui, il y a ce que vous appelez la nécessité pour les marques de créer des personas et qui ne soient pas des stéréotypes d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est qu'un ou un persona? Alors, en fait, le côté persona, c'est un groupe fictif. Alors déjà, quand on dit fictif, on s'éloigne, j'ai envie de dire, du côté réel, mais c'est quand même important d'avoir une sorte de segmentation des typologies de clientèle, parce que ça permet quand même d'avoir une analyse. Aujourd'hui, une enseigne, de mon point de vue, ne peut pas se permettre de ne pas connaître ses clients. Et quand on ne connaît pas ses clients, on ne peut pas vraiment leur adresser les bons messages au bon moment. Donc d'avoir une typologie et des personas permet cette approche. Après, il ne faut pas de stéréotypes non plus, parce que je vois un exemple ouais. Tout simplement, c'est je vois dans les typologies que nous on utilise, il y a une population qu'on appelle les élites high-tech. Donc sur ces élites high-tech, on a tendance à dire, sur les élites high-tech, on va vraiment avoir un pourcentage de commandes en ligne impressionnant sur tous les sujets. Oui, pour certains sujets, mais pas sur tout. Si on prend sur l'alimentaire en centre-ville et notamment à Paris, les élites high-tech, ils ont tellement un réseau de proximité en bas de chez eux qu'ils vont pas forcément commander l'alimentaire en ligne. Alors que si on s'était arrêté sur le côté stéréotypé, on se dit oui, ils sont élites high-tech, ils commandent tout en ligne. Voilà l'exemple où justement ça peut être un peu dangereux d'aller stéréotyper, d'où l'importance d'aller voir l'analyse en local en fait pour moi et l'analyse vraiment de cette consommation et ces habitudes de consommation locale. Et
la grande crainte, nous disiez-vous, pour terminer cet avant-propos, des points de vente, c'est la perte du chiffre d'affaires au détriment du digital, c'est le manque à gagner de façon très prosaïque. Comment, pour aller un petit peu plus loin, entraîner, selon vous, un réseau aujourd'hui vers cette transformation afin de dépasser cette appréhension? Qu'est-ce qui marche pour faire avancer un réseau? Je pense que Véronique Discourbio le disait en préambule, c'est ce côté un peu diabolisé du digital au départ, alors que finalement le digital est un outil aujourd'hui et il permet aussi de pouvoir aller chercher du chiffre d'affaires complémentaire, de véhiculer aussi ce que vous avez dit tout à l'heure, une ADN de marque de manière différente et même peut-être sûrement pour certains de la renforcer en fait cette ADN de marque. Donc, mais ça, qu'il y ait des bons arguments, on le comprend, mais comment inviter un réseau de succursalistes ou de franchisés à adhérer à cela? Alors, un réseau de franchisés peut adhérer, à mon sens, quand il est bien organisé aussi, le réseau de franchisés, enfin, la tête de réseau est bien organisée et qu'il y a déjà tout ce savoir-faire qui a été expliqué tout à l'heure sur le parcours client. Si la tête de réseau est bien organisée et que le parcours client est bien décidé, je pense qu'on peut facilement convaincre un franchisé d'adhérer à cette stratégie parce que de toute manière l'omnicanal, comme vous le dites, c'est omnicanal où finalement demain il y aura, c'est difficile, omnicanal ou pas, pour moi c'est omnicanal obligatoire et on le voit déjà aujourd'hui. Alors notre trio de dames et notre auditoire sont à votre écoute. Nabil, vous avez un collègue qui est en salle et qui montera d'ici une vingtaine de minutes pour répondre aux questions et aux réactions de nos témoins. Je vous donne la parole sur donc, cette table ronde numéro 1. Parfait. Merci Bruno. Déjà, Bruno nous a offert là quelques teasers et spoilers de ce qu'on va vous présenter. Donc c'est bien, ça m'aide à démarrer cette première table ronde sur l'omnicanalité, parcours client et relation à la marque. Alors dans cette présentation, il va... J'ai un petit bug. Voilà. Donc, on va aborder deux axes ensemble. Le premier, il est assez large, relatif aux savoir-faire qui sont utilisés dans la gestion de l'omnicanalité au niveau de la relation du client à la marque. Alors, je reviens très rapidement sur la diapo que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, ce sont les trois savoir-faire B2C dont on va parler actuellement, le design du parcours client, l'intégration des canaux et la communication externe dans un cadre omnicanal. Le design du parcours client, c'est aujourd'hui vraiment quelque chose qui est extrêmement important dans la littérature scientifique lorsqu'il s'agit de parler d'omnicanalité. Parce que c'est bien de dire, tout à l'heure, Régine Van Imst nous expliquait ce que c'était les touchpoints, les points de contact, il faut les orchestrer d'une certaine façon. C'est l'ensemble des points de contact à travers lesquels le consommateur va passer avant, pendant et après l'achat, c'est son parcours client. Alors, comment un réseau, d'ailleurs qu'il soit franchisé ou non, peut-il orchestrer, peut-il créer ce parcours client? Comment peut-il faire ce design du parcours client? Nous, nos recherches ont abouti à mettre en évidence 6 grandes compétences clés de ce savoir-faire. La première, sans surprise, je dirais, c'est vraiment analyser les attentes et les comportements des clients cibles. Alors, sans surprise, certes, mais ça ne veut pas dire que c'est très consensuel. Parce que sur le terrain, on a observé 2 façons de faire. Il y a la façon qui est dominante, qui est celle de dire on va partir de ce qu'on a. Ça fait des années qu'on empile des canaux et des points de contact. Maintenant, on va essayer de commencer à cartographier tout ça et à suivre les comportements des clients pour qu'à partir de ça, on puisse comprendre comment ils font. C'est la logique qui est certes dominante, mais dans d'autres réseaux, on a trouvé une logique différente. Celle de dire on ne va pas non plus arrêter le monde pour recommencer, mais quand même, on va prendre le temps de faire une véritable réflexion, dont je parlais tout à l'heure, pas juste sur le parcours client, mais vraiment sur notre marque, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui dans une ère omnicanale, anthropologiquement, qu'est-ce que c'est ce service qu'on offre aux clients, comment va-t-il évoluer? Et j'utilise à dessein le mot anthropologique parce qu'on a un des réseaux où le directeur marketing nous a carrément parlé qui sont en train de faire une étude anthropologique sur le rapport du client à la catégorie de produits pour comprendre demain quel design du parcours client il va falloir mettre en place. Deuxième compétence clé, développer une segmentation fine, et je parlais de teaser tout à l'heure, effectivement des personas des clients.
Et là aussi, si vous voulez, on a deux approches. Il y a une approche dominante qui est celle de dire on va faire cette segmentation et ces personas déjà en fonction du parcours client. C'est-à-dire, et nous on va vous en présenter une d'ailleurs tout à l'heure, de segmentation comme ça, on va avoir les consommateurs qui sont très monocanaux, ceux qui sont dans les parcours spaghetti, etc. Et puis on avait des réseaux qui d'ailleurs se trouvent être, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais ils se trouvent être parmi les plus matures en matière d'omnicanalité parmi ceux qu'on a interrogés, qui eux ont adopté une approche très différente, qui est celle de dire non, on ne va pas utiliser les canaux comme données de segmentation, mais on va faire des segmentations très classiques, une segmentation RFM, récence, fréquence, montant, par exemple, montant d'achat, et après on va utiliser les parcours canaux comme data supplémentaire pour mettre plus en lumière ce qui fait que certains achètent de façon plus récurrente, fréquente, avec des montants plus élevés, etc. Donc vraiment, c'est une approche aussi, là, où on a deux grandes approches qui se mettent face à face. Troisième point, c'est celui de choisir les points de contact qu'on veut inclure. Et vous voyez, entre parenthèses, je dirais même, c'est le plus important, les points de contact que l'on veut exclure, que ce soit pour le franchiseur ou pour le franchisé. Pour vous donner un exemple très clair, aujourd'hui, la plupart des franchiseurs avec qui on a parlé ont des points de contact qu'ils excluent de leur mix, particulièrement les marketplaces, particulièrement le social selling, c'est-à-dire la vente sur les réseaux sociaux, pour une raison toute simple. Le site du franchiseur, ils ont mis un bon bout de temps à faire comprendre aux franchisés que ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas la concurrence, c'est l'allié. En revanche, la marketplace, ça reste aujourd'hui quelque chose qui est une sorte de ligne rouge. Et le discours qu'on a des franchiseurs, c'est la paix sociale, elle est extrêmement importante pour tout le monde dans le réseau. Donc, on a encore des marges avant d'y arriver, on ne va pas s'embêter avec ça aujourd'hui. Pareil au niveau du franchisé, quand je dis exclure, même parfois à l'encontre de ce qui est autorisé ou pas juridiquement, on a des franchiseurs qui disent aux franchisés, non, une page Facebook, tu n'en auras pas. Voilà. Même si tu as le droit, théoriquement, mais non, on va pas, on met tellement en place de pression pour pas que tu en aies. Donc vraiment, il y a une réflexion qu'on a trouvée très stratégique dans les réseaux sur les points de contact qu'ils voulaient exclure. Quatrième point, c'est connecter les points de contact, créer cette logique cross-canal. Ça, c'est très important. Lorsque je suis sur la page Google My Business, il faut effectivement que ça renvoie par un lien vers la page sur le site du franchiseur. Il faut que ça renvoie vers Facebook, vers LinkedIn, etc. Cinquième compétence, orienter le parcours client vers certains canaux. Et là aussi, deux grandes orientations. Une orientation dominante qui revient beaucoup à cette question de recherche de paix sociale, c'est le Web to Store. C'est je suis franchiseur, je suis là pour servir les franchisés, je vais tout faire pour renvoyer le client en magasin. Un exemple tout simple, livrer à la maison, vous payez des frais de livraison, livrer en magasin, c'est gratuit pour que vous ayez en magasin. Ça, on l'a vu dans plusieurs réseaux. Et puis, on a des réseaux qui, encore une fois, étaient les réseaux peut-être les plus avancés, les plus matures en omnicanalité, qui ont dit « Ah non, nous, on n'est pas là pour servir le franchisé en quelque sorte à l'exclusion du franchiseur. La franchise, ça fait partie de notre mix commercial. Finalement, on est là pour servir le client. Et on va proposer au client d'avoir le plus de liberté, d'empowerment, comme disait Régine Van Lins plus précédemment, pour pouvoir choisir son propre parcours. Et enfin, il y a évidemment la compétence de toujours garder un œil sur l'avenir, de réfléchir aux évolutions de ces points de contact. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé lorsqu'on a interrogé les consommateurs? Lorsqu'on a interrogé les consommateurs, et encore une fois, je vous rappelle, on a dans notre échantillon 1335 consommateurs, on voit que le magasin reste aujourd'hui à plus de 60% le canal principal d'achat. Pas le canal dans l'autre phase, la phase précédente, qui est la phase de recherche d'information, mais dans l'achat, le magasin reste dominant, sauf évidemment dans certains secteurs comme l'hôtellerie. Soyons honnêtes, personne ne va à l'hôtel directement pour réserver, pour acheter sa place dans l'hôtel, ni dans le train, par exemple. En revanche, lorsqu'il s'agit des points de contact où le parcours client commence, c'est-à-dire où le client commence à s'informer et à faire ses choix, là, on trouve que deux points de contact vraiment se détachent du lot, le magasin et Internet, Internet étant celui qui arrive souvent en premier. Donc même si majoritairement
les consommateurs à plus de 60% achètent en magasin, ben, ils sont quand même plus de 40%, ici 42,8%, à quand même commencer leur parcours d'achat sur Internet systématiquement. Et enfin, un troisième résultat, je vous ai dit tout à l'heure en parlant de persona et de segmentation que nous avons fait notre propre segmentation. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on a trouvé, en regardant ce que les clients faisaient en matière des canaux qu'ils ont consultés dans la recherche d'informations et là où ils ont acheté, on a fait ressortir 6 grands segments. On a d'abord le segment le plus grand qu'on a appelé les magasineurs purs. Magasineurs purs parce que vraiment c'est le segment qui se renseigne en magasin, qui achète en magasin. Des personnes plus âgées, plus aisées, de foyers plus petits, etc. Moins de contraintes sur le pouvoir d'achat notamment. On a également un deuxième segment qu'on a appelé les papillonneurs sociaux. Alors papillonneurs parce qu'ils visitent plusieurs points de contact avant de faire leur choix. Sociaux parce qu'ils privilégient les points de contact où il y a une dimension d'interaction. On revient un peu à la notion de l'humain. Les points de contact avec dimension d'interaction humaine, c'est les réseaux sociaux et le magasin. Troisième segment, on a les acheteurs en ligne. Les acheteurs en ligne, eux, ils se renseignent sur Internet et ils achètent soit sur le site de la marque, soit sur l'appli, majoritairement. L'appli reste quand même aujourd'hui quelque chose qui est peu développé. On a autour de 10% seulement de l'échantillon qui y va pour des raisons d'achat. On a par la suite les simplificateurs pragmatiques. Eux, ils se renseignent beaucoup sur le site de la marque. Et après, pourquoi pragmatique? Parce qu'ils achètent là où c'est pratique. Parfois, ils achètent en magasin, parfois, ils achètent sur Internet. C'est vraiment là où ils se trouvent, généralement. Cinquième segment, ce sont les magasineurs éclairés. Contrairement aux magasineurs purs, ceux-là, ou plutôt comme les magasineurs purs, ils n'achètent qu'en magasin. 99% parmi eux n'achètent qu'en magasin. En revanche, avant d'y aller, ils sont bien informés. Ils vont sur les sites de la marque, les sites tiers, etc. Et enfin, je dirais, celui qui se rapproche le plus de votre profil spaghetti, dont vous parliez tout à l'heure, eh bien, ce sont les enthousiastes multicanaux. On a autour de 14%, ce qui n'est pas négligeable du tout, et qui sont des clients qui vont utiliser 7-8 points de contact différents avant d'arriver à l'achat, et qui vont tantôt acheter en ligne, tantôt en magasin. Donc vraiment cette notion d'enthousiasme. Donc voilà un peu pour le premier grand savoir-faire, qui est le savoir-faire de design du parcours client. On a également le savoir-faire d'intégration des canaux qui est extrêmement important et qui lui repose sur 2 grands socles. Le premier, c'est la configuration des canaux qu'on va proposer. Leur configuration d'abord en matière de diversité des canaux, quels canaux je veux inclure dans mon mix, en matière de leur transparence, transparence au sens de informer le client sur l'existence des canaux et s'assurer que le client est aussi bien informé sur comment utiliser les différents canaux. Et le troisième point, c'est l'adéquation des canaux, s'assurer qu'on choisit des canaux qui correspondent vraiment au comportement des clients cibles. Je vous donne juste un exemple d'un réseau qu'on a rencontré, qui est très intéressant. C'est un réseau qui a une plateforme téléphonique nationale, donc il y a une seule plateforme qui répond à tous les appels. En revanche, vous avez plein de numéros locaux, parce qu'on veut garder, même s'ils renvoient tous au numéro national, en back-office, on veut garder chez le client cette idée qu'on a choisi des contacts qui sont adéquats pour toi. C'est un réseau d'artisans, en fait, et chez les artisans, cette notion de proximité, elle est extrêmement importante. De l'autre côté, on a, dans ce savoir-faire, l'autre socle, c'est la gestion de la cohérence du dispositif omnicanal. Évidemment, s'assurer d'une information et d'une image de marque unifiée à travers les différents canaux. J'ai mis l'offre en plus grand sur l'écran parce que c'est là, si vous voulez, que le bas blesse en franchise, vous le savez tous. S'assurer que tout le monde dans le réseau a exactement les mêmes produits et surtout a exactement les mêmes prix, alors qu'on est dans des relations verticales où on ne peut pas imposer le prix. C'est là que vraiment il y a la grande question qui se pose en franchise. Et il y a également une cohérence en back-office du process, que ce soit celle des systèmes de back-office ou des données. Enfin, le troisième savoir-faire, c'est un savoir-faire qui n'est pas nouveau, mais qui a besoin de reconfiguration dans une ère omnicanale. C'est le savoir-faire de communication externe, communiquer à travers une multitude de canaux, tout en développant et protégeant la marque. 4 points ressortent comme particulièrement importants. Maîtriser d'abord les différents outils de communication externe, les réseaux sociaux, etc. On pourrait dire en 2022, c'est simple, tout le monde sait le faire. Chez le franchiseur, il a des équipes marketing, c'est très bien. Chez les franchisés, c'est pas tout à fait la même chose.
maîtriser déjà un premier réseau social pour des usages commerciaux, hein, pas juste pour poster mes photos de vacances. C'est une chose, en maîtriser 2 ou 3 avec le système CRM, etc., c'est très compliqué. Développer le contenu qui doit être pas juste adéquat et homogène à travers le réseau, mais également personnalisé. Et veiller à ce que le contenu développé par un franchisé ne soit pas, entre guillemets, piqué par un autre franchisé, et après l'animateur réseau qui doit résoudre et gérer des conflits en back-office. Déterminer et gérer les budgets de communication. Au niveau local, c'est une question qui s'est toujours posée aux franchisés. En quoi j'investis? Est-ce que je fais de la presse papier? Est-ce que je fais de l'affichage? Est-ce que je fais de la radio? Aujourd'hui, avec un nombre beaucoup plus important de canaux, la question, elle est toujours là, mais elle est beaucoup plus complexe. Et enfin, mesurer l'efficacité de la communication. Que ce soit efficacité directe, mais surtout, et c'est là la majeure difficulté, l'efficacité indirecte avec les effets de spillover. Pour vous donner un exemple très simple, aujourd'hui, je suis franchiseur. Il y a quelqu'un qui vient visiter ma page nationale dans laquelle moi j'ai investi, et après il va visiter le magasin d'un franchisé, et puis il va acheter chez un troisième franchisé. Certes, l'achat s'est fait chez le troisième franchisé, mais il y a aussi les investissements des 2 premiers points de contact. Comment je fais pour comprendre leur efficacité dans ce cas-là? Alors, ceux qui, parmi vous, travaillent en marketing, vous savez qu'il y a beaucoup aujourd'hui de travaux sur les modèles d'attribution, mais même là, la recherche a encore beaucoup de défis. Donc ça, c'était notre premier axe. Deuxième axe important, c'est ce design du parcours client. Quand on le réussit, finalement, comment ou quel impact a-t-il sur la relation du consommateur envers la marque? Alors, nous avons testé un modèle de recherche. Ça a l'air un peu compliqué, mais je vais le simplifier. Qu'est-ce qu'on a voulu voir ici? En amont, à gauche de l'écran, on voit d'abord 2 choses. L'efficacité du design client. On a posé aux consommateurs des questions sur est-ce que les différents points de contact ont un thème cohérent, un thème unique? Est-ce qu'ils sont sensibles et adéquats à vos besoins? Et est-ce que vous êtes familier? Est-ce qu'il y a cette notion de transparence? On a voulu voir d'abord comment cela impacte le ressenti des consommateurs en matière de plaisir qu'ils prennent pendant l'expérience omnicanal et de sentiment d'empowerment. Empowerment, c'est à quel point le client se sent autonome, qu'il a le pouvoir de choisir dans la relation. Et finalement, l'impact sur l'engagement envers la marque. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? On a trouvé d'abord qu'à la fois l'efficacité du design du parcours client et la familiarité des consommateurs avec ce dispositif ont un impact fort sur l'engagement envers la marque, directement, mais aussi à travers l'empowerment du consommateur. Donc ça, c'est vraiment un résultat qui confirme l'importance à accorder, s'il fallait encore une confirmation, en amont à un bon design du parcours client. Une chose quand même importante qui ressort ici, c'est que le plaisir qui était dans le mix, on était très surpris, on a trouvé qu'il n'avait pas d'impact, le plaisir que le client prenait pendant l'expérience omnicanal, sur l'engagement envers la marque. Et je vais revenir rapidement dans quelques minutes sur cette notion-là. Le deuxième résultat surprenant qu'on a trouvé, et ça je pense que ça va beaucoup intéresser les franchiseurs et franchisés, c'est que jusqu'ici on parle engagement envers la marque globalement. Mais ce qu'on a voulu faire, on a voulu comprendre est-ce que cet engagement, est-ce que le client est engagé, est-ce qu'il a une relation forte envers la marque ou envers ce franchisé et ce canal en particulier. Donc on a posé ces questions, on leur a donné le choix de se positionner sur plusieurs variables entre, par exemple, est-ce que demain je suis prêt à acheter de cette marque indépendamment du canal ou est-ce que de l'autre côté de l'échelle, si je ne trouve pas mon produit chez mon franchisé, enfin chez ce magasin, j'irai peut-être vers une autre marque où j'attendrai. Et qu'est-ce qu'on trouve là? On trouve 3 tiers chez les consommateurs. Il y a 1 tiers des consommateurs qui a vraiment développé une relation forte à la marque. Il y a 1 tiers qui a développé une relation forte au canal en particulier. Et souvenez-vous, le canal tout à l'heure, c'est majoritairement le magasin, à plus de 60%. Et 3e tiers qui a développé une relation un peu aux deux, une relation neutre. Donc là aussi, on a voulu comprendre qu'est-ce qui peut avoir un impact sur le fait de développer une relation au canal, neutre ou à la marque. On a trouvé plein de choses. Je vais vous faire un petit focus sur les plus importantes. D'abord, l'âge et le genre des consommateurs. On trouve que les femmes et les personnes de plus de 60 ans, de façon générale, donc les plus âgées, développent beaucoup plus, ou une probabilité beaucoup plus importante de développer une relation à la marque plutôt qu'une relation neutre ou au canal. En revanche, les caractéristiques de l'expérience d'achat, par exemple la catégorie de produits, le canal d'achat, la durée de la phase de recherche d'information, etc., n'ont pas d'impact significatif.
La familiarité avec la marque est quelque chose qui joue un rôle important. Les consommateurs qui sont faiblement familiers avec la marque, ils ont 31% de probabilité de développer une relation forte à la marque. Quand on augmente cette familiarité, et ça c'est un levier managérial important, on passe à 47%. Si je reviens à la segmentation qu'on a effectuée tout à l'heure ou présentée tout à l'heure, les 6 profils de consommateurs, on pourrait penser que les consommateurs qui sont plus dans des segments monocanaux sont plus attachés à ce canal en particulier. Mais en réalité, pas vraiment. Les 3 segments qui sont très monocanaux, que sont les magasineurs purs, les acheteurs en ligne et les magasineurs éclairés, ne sont pas forcément plus attachés au canal qu'à la marque. Le segment qui est le plus attaché à la marque, c'est le segment des simplificateurs pragmatiques. Et pour terminer, très important, le plaisir, on a trouvé tout à l'heure que le plaisir lors de l'expérience n'avait pas d'impact sur l'engagement de façon générale. Mais ce qu'on trouve ici, c'est que c'est le déterminant le plus fort quand il s'agit d'orienter l'engagement vers la marque plutôt que vers le canal ou un engagement neutre. Alors, pour conclure, quels sont nos principaux enseignements et recommandations? D'abord, un design efficace du parcours client est vraiment clé. Il faut bien comprendre la diversité des profils des consommateurs et je dirais même, comme disait notre invité tout à l'heure, la comprendre au niveau local et pas qu'au niveau national. Ça, c'est très important parce que dire qu'un service marketing d'un franchiseur crée des personas au niveau national, ça ne doit pas être très compliqué. Dire à un franchisé de faire ça pour ses consommateurs localement, c'est une autre paire de manches. Développer aussi une expérience qui est transparente et cohérente. Deuxième point d'enseignement important ici, l'engagement. L'engagement ne se traduit pas forcément envers la marque. Il peut aussi être au niveau du canal. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce qu'on parle toujours de concurrence interne, dans le sens, le franchiseur vient me concurrencer, moi franchisé. Mais là, en fait, on voit la concurrence interne sous une autre lumière. Parce que si le consommateur développe une relation au canal et qu'on a vu tout à l'heure que dans 60% des cas ou plus, le canal d'achat, ça reste le magasin, c'est que finalement, franchiseur, votre client, il est peut-être plus attaché à son franchisé qu'à votre marque. Donc, question importante aussi de réflexion. Et enfin, plusieurs leviers existent quand même pour orienter la relation envers la marque. D'abord, ne pas craindre la monocanalité. Ce n'est pas que les spaghettis et autres qui vont aller vers la marque. Même quelqu'un qui est très monocanal peut être ramené vers la marque. En mettant du plaisir dans l'expérience, extrêmement important, et en développant la familiarité de la marque. Donc voilà un peu rapidement nos premiers résultats. Mon collègue, donc, Damien Chanet, va intervenir maintenant et répondre. Donc si je peux juste présenter Damien rapidement. Je vous en prie. Voilà, donc Damien est professeur de marketing à l'école de management de Normandie. Bonjour Damien. Voilà, et Damien, dans notre équipe, je parlais tout à l'heure de l'importance de la complémentarité, c'est le spécialiste parmi nous de comportement de consommateur et particulièrement de l'expérience de consommation. Merci Nabil Gantou. On va tout de suite aller vers Stéphanie Chalard. Bonjour à nouveau. Avez-vous suivi? Êtes-vous sidéré ou arrivez-vous à vous approprier le propos? Commentaires, questions, réactions, illustrations, ça vous appartient maintenant, Madame Chalard. Alors, première réaction, je m'y retrouve dans le cadencement de ce qui est proposé, en disant qu'il faut commencer déjà par la connaissance du client. Donc, je suis assez rassurée avec ce qu'on est en train de mettre en place. Maintenant, et je rejoins, je crois que c'est la personne d'Yves Rocher qui l'a dit tout à l'heure, c'est tout ça, ça nécessite pour une enseigne beaucoup d'investissement et beaucoup d'outils en back-office. Donc là, je fais le dernier point de la slide précédente. C'est que pour une enseigne, ça veut dire que pour mettre en place un RCU, pour mettre en place tous ces outils de connaissance client et de parcours, on va dire, fluide, ça demande aujourd'hui des investissements et des outils adaptés. Alors, quand on est franchisé tout seul, on a l'impression qu'on connaît bien son client, etc., qu'on est au plus proche de lui. Et donc, je pense qu'une enseigne, ce qu'elle doit apporter pour embarquer ses partenaires, c'est beaucoup aussi de pédagogie et d'explications sur ces parcours clients qui finalement sont multiples et variés et que les équipes en magasin ne peuvent pas deviner seules, on va dire. Donc c'est une connaissance approfondie qu'on se doit de leur apporter
Et en tout cas là-dessus, pour moi, c'est le rôle d'une enseigne pour pouvoir convaincre ses partenaires que seuls, tout ça, ils peuvent pas le faire. Voilà. Donc c'est beaucoup d'enseignement, hein. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose ou on demande à Virginie Sablé à son tour de réagir? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, madame. Virginie. Oui, donc je partage complètement le point. En fait, c'est clairement une organisation du franchiseur qui a à faire évoluer. On voit beaucoup de silos, je ne sais plus qui utilisait ce terme, mais pour côtoyer pas mal de réseaux, c'est vraiment très siloté. On a même sur des produits où il y a le SAV, on a un département SAV, on a ceux qui sont en charge de l'offre, voilà, vraiment plein de services. Et aujourd'hui, s'ils ne se parlent pas, on va se retrouver dans des situations très compliquées pour les enseignes. Donc il y a ce côté organisation, vraiment tête de réseau. Et ensuite, dans un réseau de franchise, il faut aussi aller accompagner les franchisés parce que c'est super important. Un franchisé en local, il faut lui expliquer en fait les choses et vraiment prendre le temps d'expliquer tout ça. Et c'est vrai que c'est un temps de dingue pour un franchiseur. Ouais. Damien Chanet, je vous propose qu'on écoute également notre public avec le micro de Rosemary et vous pourrez, voilà, Jérôme, pour Pokawa. Exactement, Jérémy, Pokawa. Moi, j'ai une petite question. Effectivement, on a vu différents profils d'acheteurs, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, c'est le chiffre d'affaires. C'est par rapport à ces différents profils, quels sont les paniers moyens, là où ça dépense le plus? Est-ce que sur Internet, ils ont un plus gros panier moyen? Est-ce que c'est plutôt sur place? Vraiment de manière très pragmatique, là où les enseignes gagnent le plus d'argent et là où les gens sont prêts à consommer le plus. Merci. Je propose qu'on continue. Nos chercheurs peuvent prendre plusieurs remarques ou plusieurs questions en même temps. Ils les traiteront séparément, bien sûr. Ouais, Madame, je vous en prie. Annie-Paula Bissira, Booster Academy, je suis un franchiseur. Aujourd'hui, j'aimerais rebondir sur tout ce que vous avez dit sur les nouveaux comportements et l'accompagnement des collaborateurs à la suite, qui rebondit automatiquement sur l'achat final, puisque nous avons vu quelque part que l'acheteur est aussi attaché à la relation humaine. Merci pour ce témoignage. On vous retrouvera sur les deux autres ateliers, bien sûr. Alors, comment Damien et Nabil, éventuellement, font-ils leur miel de ce qui s'est dit? Alors, sur la première question, malheureusement, on n'a pas ces données-là. Si effectivement, notre démarche, dans un premier temps, c'était de cartographier la relation des consommateurs avec cette multitude de canaux qu'on leur propose. Et voilà, d'être capable d'identifier des profils, des segments, avec cette idée de dire la relation du consommateur avec l'omnicanalité est loin d'être uniforme. On ne peut pas parler, on ne peut pas s'adresser de façon identique à son client. Donc, c'était vraiment de cartographier ces parcours-là dans l'utilisation des canaux. Mais effectivement, une étape maintenant ultérieure, certainement, ce serait de poursuivre ça, de reprendre cette segmentation et de regarder, voilà, effectivement, en termes de chiffre d'affaires, en termes de panier moyen, voilà, quels sont les segments qui, peut-être, effectivement, consomment plus que d'autres. Quoi qu'il arrive, c'est très lié aussi au secteur d'activité, en fait. Tout à fait, tout à fait. Sur... Et on en avait 5 très différents les uns des autres, effectivement. Donc c'est... Moi, j'aimerais juste ajouter que toutes les recherches, qu'elles soient américaines ou européennes, ont montré qu'un client multicanal consommait plus qu'un client monocanal, hein, donc était plus fidèle, consommait plus, était plus rentable. On sait que les adhérents Fnac, ils ont fait la même étude et se sont rendus compte que c'est des adhérents, donc ils ont une relation à marque un peu particulière. Mais pareil, les multicanaux consomment plus que les monocanaux. Donc de manière générale, c'est accepté. Donc on a plutôt tendance à dire, est-ce que c'est le fait de favoriser son transfert vers un nouveau canal qui va augmenter son panier d'achat? Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à étudier ou pas. Et moi, je pense que oui, mais attention, évidemment, il y a des canaux. Je pense à une migration sur le site Internet qui va peut-être générer moins d'achats d'impulsion. Donc, on va avoir des petites choses qui pourraient être vues canal par canal, mais au global, toutes les recherches convergent. Quand on devient multicanal, on a un panier d'achat supérieur aux monocanaux. Et en fait, il y a une histoire d'attachement à la marque qui est très claire derrière. Madame Chalard. Oui, je me permets juste, puisque là, pour le coup, nous, on le mesure. Et quand on a mis en place ce système on a fait d'abord un RFM, bien évidemment. On a mis cette segmentation-là et on a rajouté, nous, après, des parcours, comme vous l'avez expliqué. Donc, on est parti sur cette deuxième mise en place. Et ça, on l'observe très clairement. Aujourd'hui,
on voit bien qu'ils viennent beaucoup plus souvent, 4 à 5 fois plus quand ils sont omnicanaux, hein, sur la fréquence ça joue, sur le panier moyen, c'est indéniable, et c'est sûr, effectivement, on analyse aussi la typologie d'achat. Et donc, selon les périodes puisque nous, dans la parfumerie, c'est très lié aussi aux périodes de fête, pour soi, en cadeau, etc. Donc, quand vous mettez en place cette solution, ça, tout l'intérêt, c'est de le mesurer et que derrière, en fait, votre CRM et autres s'adaptent à ça, à ce parcours-là, pour n'envoyer des messages aux clients que selon son parcours de vie au sein de l'enseigne. Donc, pour moi, c'est la base de tout, oui. Oui, mais je trouve que c'est très intéressant ce partage en fait d'expérience d'organisation que vous avez mis en place. Après, il y a une interrogation parce que c'est vrai que tous les réseaux n'ont pas un nombre de points de vente très important. Quand on est un petit réseau, voilà, il y a quand même beaucoup de petits réseaux aujourd'hui. Comment on s'organise pour gérer ça aussi? Enfin, ça c'est plus une question. Je ne sais pas si dans les typologies, je l'ai plus en tête, mais sur des petits réseaux, quelles sont les solutions? Quelle organisation surtout, parce que c'est une organisation franchiseur à mettre en place. Je ne sais pas si vous avez des pistes sur ces sujets. Pour rebondir sur ce sujet-là, aussi, il y a un peu la question qui a été évoquée tout à l'heure, et puis la première intervention de Stéphanie Chalard, et ça fait même un petit teasing pour la table ronde suivante, c'est qu'effectivement, ce qu'on met en avant dans un des apports de ces travaux-là, c'est ce savoir-faire de marketing interne, c'est-à-dire que cette importance d'embarquer le franchisé par des outils de marketing traditionnels, la communication, un bon packaging. Alors quand je parle de packaging, c'est essentiellement de la rhétorique, pour lever certains freins, et là encore on les abordera lors de la prochaine table ronde, certains freins des franchisés qui peuvent ne pas avoir le temps de mettre en place des solutions omnicanales, qui peuvent ne pas avoir envie de mettre en place des solutions canales, qui peuvent ne pas se sentir compétents dans la mise en place de stratégies omnicanales. Donc voilà, l'importance vraiment de ce savoir-faire de marketing interne pour embarquer les franchisés dans cette démarche-là. C'était plus le côté franchiseur, parce qu'un franchiseur qui a une plus petite structure, c'est vrai qu'un groupe comme Multi-Success, ils ont des équipes au niveau market qui sont importantes, communication, enfin tous les sujets. C'est vrai qu'un petit réseau, je pense qu'il y a quelques clés à trouver pour donner des sortes de best practices aussi aux petits réseaux pour qu'ils puissent s'en sortir, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même pas évident à appréhender pour juste un fondateur. Après, on parle beaucoup aussi de commerce unifié aujourd'hui, et qui est la prochaine étape, qui est en fait la même chose que l'omnicanal, mais avec une plateforme de commerce unifié, pour éviter d'avoir un logiciel différent selon le site internet, le magasin, et ça fonctionne assez bien, quoi. Et ça devient de plus en plus facile à plugger, quoi. Donc voilà, ouais. Alors, juste pour rebondir sur la question de Virginie, effectivement, on va revenir sur ça plutôt dans la troisième table ronde, lorsqu'on va parler du savoir-faire data particulièrement. Mais tout à fait, aujourd'hui, vous allez voir d'ailleurs que même les grands groupes qui ont les données accumulées, qui ont les moyens, c'est pas pour autant que ça exploite cette donnée. Oui. Donc c'est vraiment plus une question de s'organiser pour exploiter la donnée plutôt que des moyens uniques. Alors on est forcément allusif, Madame Chalard, on va avancer d'un petit cran. Vous remercier encore de votre présence et vous souhaiter un bon rétablissement. Tous les éléments liés à ces interventions, de toute façon, vous seront distribués. Vous pourrez continuer l'échange avec les chercheurs via la FFF. Merci Virginie Sablé. Merci Damien.